Si cette photo est difficile à créer, vous pouvez prendre la moitié droite, l'image du chien dans la forêt sombre, et créer la moitié gauche dans mon style, puis combiner les deux photos pour créer un pouce complet. Par un matin d'été dans l'Idaho, une mère a vu sa fille partir avec le chien de la famille pour une petite promenade, ignorant que ce serait la dernière fois qu'elle les verrait. Les recherches policières n'ont rien donné. Les bénévoles n'ont trouvé aucun indice, et l'affaire s'est envenimée de semaine en semaine. Puis, 12 mois plus tard, un chasseur traquant des wapitis grâce à la technologie d'imagerie thermique a capturé quelque chose avec son drone, déclenchant une série d'événements qui allaient révéler un cauchemar dépassant l'imagination la plus sombre. La sonnette stridente trancha le silence matinal comme une lame. Marissa Ewing serra sa robe de chambre plus fort et se dirigea vers la porte d'entrée à pas feutrés, ses pieds nus étaient froids contre le parquet. Par le Judas, elle aperçut l'inspecteur Marcus Ulbrook debout sur son porche, son souffle perçant l'air vif de l'Idaho. Son cœur fit un bond. Depuis la disparition d'Adrienne il y a 1 an, chaque visite inattendue des forces de l'ordre était lourde de conséquences. « Inspecteur Ulbrook », dit-elle en ouvrant la porte, incapable de contenir le tremblement de sa voix. « Avez-vous trouvé ? » « Madame Ewing, puis-je entrer ? J'ai des nouvelles concernant l'affaire de votre fille. » Elle s'écarta sans un mot, le conduisant au salon où la photo d'Adrienne, datant de sa première année, trônait encore sur la cheminée. L'expression du détective était indéchiffrable tandis qu'il s'installait dans le fauteuil en face d'elle. Tôt ce matin, nous avons reçu un appel d'un chasseur nommé Dal Morrison. L'inspecteur Ulbrook commença en sortant sa tablette. Il utilisait un drone thermique pour suivre les migrations des wapitis dans la forêt nationale de Kootenay lorsque son équipement a détecté une signature thermique inhabituelle. Les mains de Marissa se crispèrent sur ses genoux. Quel genre de signature thermique ? Au début, M. Morrison a cru à un coyote. L'imagerie thermique a montré un animal de taille moyenne attaché à un arbre au cœur de la forêt. Mais en approchant le drone, il s'est avéré qu'il s'agissait clairement d'un chien domestique, un Golden Retriever, plus précisément. Le monde bascula. Marissa agrippa la coudoir du canapé. « Mon pote ? Nous le pensons. Le chasseur nous a immédiatement contactés et nous avons dépêché une équipe. Madame Ewing, après 1 an, le chien de votre fille est en vie. »« C'est impossible, » murmura Marissa. Comment a-t-il pu survivre aussi longtemps ? Où est Adrienne ? Est-elle ? Nous mobilisons immédiatement les équipes de recherche, s'empressa de déclarer l'inspecteur Ulbrook. Toutes les unités disponibles sont déployées dans la zone. Mais je tiens à vous informer que le chien a déjà été secouru. Il se trouve à la clinique vétérinaire d'urgence du nord de l'Idaho, sur l'autoroute 95. Il est vivant, Madame Ewing, et d'après les informations de l'équipe de secours, il a été soigné. Marissa était déjà debout. Son esprit s'emballait. Prise en charge ? Comment ça, prise en charge ? Je pense que le mieux serait que tu voies par toi-même, dit Ulbrook. Je peux conduire maintenant, si tu veux. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent sur le parking de la clinique vétérinaire. Marissa attendit à peine que l'inspecteur se gare avant de franchir les portes vitrées. La réceptionniste, percevant l'urgence sur son visage, les conduisit aussitôt vers une salle d'examen. Le docteur Sarah Chen, une femme d'une 40aine d'années au regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique, était penchée sur un Golden Retriever sur la table d'examen. Même sous sédatif, Marissa savait que c'était Buddy. Son pelage était emmêlé, sa silhouette plus fine, mais il était indéniablement lui. Madame Ewing, dit doucement le docteur Chen en s'écartant. Il est sous sédatif pour le moment, juste pour le calmer pendant que nous l'examinons. Mais il va s'en sortir. Les mains de Marissa tremblaient lorsqu'elle tendit la main pour toucher sa fourrure. Il était chaud et respirait. Comment ? Le docteur Chen s'est montré perplexe. C'est ce qui est remarquable. Malgré le traumatisme évident et les circonstances, Buddy montre des signes évidents d'une alimentation régulière depuis 1 an. En lui lavant l'estomac, nous avons trouvé de la nourriture récente des croquettes, probablement de moins de 12 heures.
Son état physique est relativement bon, tout bien considéré. Quelqu'un a certainement pris soin de lui. Le détective Ulbrook ajouta doucement, la question est de savoir qui et pourquoi. Les doigts de Marissa trouvèrent des traces de brûlures fraîches autour du cou de Buddy. C'est Mark? Oui, parce qu'il était attaché à cet arbre, confirma le docteur Chen. Mais regardez. Elle désigna son collier. Ce n'est pas le collier qu'il portait quand il a disparu, n'est-ce pas? Marissa fixa le simple collier bleu. Non, il en avait un en cuir rouge, avec ses plaques. Mon numéro de téléphone, notre adresse. C'est différent. Quelqu'un l'a modifié, dit l'inspecteur Ulbrook en prenant des notes. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'il soit identifié s'il était retrouvé trop tôt. Mais pourquoi le garder en vie? La voix de Marissa se brisa. Si quelqu'un a enlevé Adrienne, pourquoi nourrir son chien pendant 1 an? Pourquoi l'attacher là où on pouvait le trouver? L'inspecteur serra les dents. Ce sont des questions auxquelles nous avons l'intention de répondre. Les équipes de recherche convergent déjà vers la zone où Buddy a été retrouvé. Si Adrienne est là, s'il y a la moindre trace d'elle, nous la retrouverons. Le docteur Chen caressa la tête de Buddy. Il a traversé beaucoup d'épreuves, mais c'est un battant. J'aimerais le garder ici en observation pendant au moins 24 heures pour lui faire passer d'autres examens. Physiquement, il va se rétablir. Marissa hocha la tête, hébétée, incapable de détacher son regard du chien qui avait toujours été le compagnon de sa fille. Buddy avait été le cadeau d'anniversaire d'Adrienne pour ses 16 ans il y a tout juste 2 ans, elles avaient fait leur promenade matinale ensemble tous les samedis sans faute, jusqu'à ce samedi matin de juillet dernier. De retour à la maison, le téléphone a sonné juste au moment où Marissa s'installait. Le nom de la directrice Janet Morrison est apparu sur l'identification de l'appelant. Marissa, je viens d'apprendre la nouvelle de la police, la voix du principal Morrison était haletante d'urgence. Le chien d'Adrienne a été retrouvé. Toute la communauté du lycée de Lakeland veut apporter son aide. Nous organisons des équipes de recherche bénévoles pour ratisser la zone forestière où il a été découvert. Nous espérons retrouver la trace d'Adrienne. Janet, La voix de Marissa se brisa. Merci. Plusieurs enseignants sont déjà en route pour votre maison afin de coordonner les choses. On ne va pas perdre une seconde. Adrienne est l'une des nôtres, et on va la ramener chez elle. En 30 minutes, la paisible maison de banlieue de Marissa s'est transformée en véritable poste de commandement. Des voitures bordaient la rue tandis qu'enseignants, personnel et parents bénévoles arrivaient avec des cartes, des trousses de premiers secours et des talkie-walkie. Sa table de cuisine était couverte de cartes topographiques de la forêt nationale de Kootenay, et quelqu'un avait installé un coin café sur le comptoir. Jim Rodriguez, l'entraîneur principal de football américain de l'école et coordinateur des recherches, se tenait en bout de table, un pointeur laser à la main. Bon, tout le monde, écoutez bien. On va se diviser en équipes de 6. Chaque équipe reçoit une section de grille partant de l'endroit où Buddy a été retrouvé. Il désigna un X rouge à 25 km au nord-est de la ville, près de Bunker Road. C'est un terrain accidenté, les amis. Marissa remarqua Tobias Chandler, le professeur de biologie d'Adrienne, qui étudiait les cartes avec une concentration intense. Contrairement aux autres en tenue de randonnée décontractée, il portait un équipement technique, un t-shirt anti-humidité, un pantalon convertible et des chaussures de randonnée haut de gamme. Elle s'approcha de lui. « Tobias, dit-elle doucement. » Il leva les yeux, son expression compatissante vacillant. « Madame Ewing, je veux que vous sachiez à quel point cela nous a tous profondément affectés à l'école. Adrienne était une élève exceptionnelle. Merci. » Il hocha la tête. Elle me posait souvent des questions sur les prérequis pour la médecine. Tu sais, elle voulait te rendre fier. Elle s'inquiétait de ses notes, mais je lui ai dit qu'avec son éthique de travail et son intelligence, elle serait acceptée à l'université de Washington. Marissa cligna des yeux à ce souvenir précis. Elle t'a parlé de l'université de Washington? Oui, l'année dernière.
Il marqua une pause, le regard de plus en plus attentif. Elle a aussi mentionné la pression de réussir, surtout après tout ce que ta famille a traversé. Marissa retint son souffle à l'évocation de son divorce. Personne n'en avait parlé. Plus depuis. Un coup soudain à la porte interrompit l'instant. L'inspecteur Ulbrook entra. Les équipes sont prêtes à se déployer, dit-il. Nous avons trouvé des empreintes de pas fraîches près de l'endroit où le chien était attaché. Le cœur de Marissa battait fort. Alors que les bénévoles s'emparaient de leurs sacs à dos et de leurs radios, elle comprit que les recherches étaient bel et bien lancées. Cette fois, tout le monde était déterminé à ramener Adrienne chez elle. Marissa se raidit légèrement. Elle ne se souvenait pas qu'Adrien ait été aussi ouvert avec ses professeurs sur des sujets personnels. Je me porte volontaire pour diriger l'équipe de recherche C, a annoncé Monsieur Chandler à l'Assemblée en sortant un GPS portable de son sac à dos. Je vais m'occuper du cadran A. J'ai effectué des recherches approfondies sur les protocoles de recherche et de sauvetage cette nuit et j'ai emporté du matériel d'urgence, fusées éclairantes, couvertures de survie, comprimés de purification d'eau. L'entraîneur Rodriguez a semblé impressionné. C'est une préparation minutieuse, Tobias. Nous apprécions votre initiative, Monsieur Chandler. Tobias déploya une carte topographique détaillée qu'il avait imprimée lui-même, sur laquelle étaient indiquées les altitudes et les balises. La partie A comporte plusieurs ravins et un sous-bois dense. Il faut une personne expérimentée en randonnée pour s'y déplacer en toute sécurité. Où veux-tu que je sois ? Demanda Marissa en se rapprochant de la table. Monsieur Chandler leva vivement les yeux. Oh, je pense que tu devrais rejoindre l'équipe A, direction le nord, dit Madame Ewing. Ce terrain est plus praticable principalement des sentiers balisés. La route vers l'est, où il ira, est assez difficile, pente raide, rochers instables. On ne voudrait pas que tu te blesses alors qu'Adrien a besoin de toi. La façon dont il l'a éloigné de sa zone de recherche a fait réfléchir Marissa, mais l'entraîneur Rodriguez acquiesçait déjà. Il a raison. L'équipe A couvrira la partie nord, là où les anciennes routes forestières sont plus faciles. Tandis que les équipes se formaient et se préparaient au départ, Marissa observait Monsieur Chandler organiser son groupe avec efficacité, distribuant les fournitures et donnant ce qui ressemblait à un briefing de sécurité bien rodé. Pour un professeur de sciences au lycée, il semblait remarquablement préparé à ce scénario précis, comme s'il l'avait planifié. Nous la retrouverons, Madame Ewing, dit-il en la croisant en sortant, sa main effleurant brièvement son épaule. Je vous promets que nous fouillerons chaque recoin de cette forêt. Adrien mérite de rentrer chez lui. Avant le départ des équipes de recherche, une accalmie s'installa, les bénévoles rassemblant leur matériel et finalisant les modalités de transport. Marissa se retrouva à la table de la cuisine avec Monsieur Chandler et quelques autres enseignants, examinant une dernière fois la grille de recherche. Le professeur de sciences avait rapproché sa chaise de la sienne, indiquant divers points de repère sur sa carte détaillée. Vous savez, Madame Ewing, dit Monsieur Chandler d'un ton confiant, j'ai repensé à toutes mes conversations avec Adrien au cours de l'année écoulée. Il y a peut-être des endroits qu'elle a mentionnés qui pourraient nous aider à affiner nos recherches. Quel genre de conversation ? Demanda Marissa, reconnaissante de toute piste potentielle. Eh bien, se pencha-t-il, pensif, elle parlait souvent de ses objectifs universitaires pendant nos séances. Elle était très anxieuse à l'idée d'intégrer un bon programme de préparation à la médecine. Marissa retint son souffle. Le divorce avait été prononcé 3 ans auparavant, certes, mais Adrien était resté si stoïque qu'elle n'avait jamais exprimé ses sentiments directement. Elle a explicitement évoqué sa peur de vous décevoir, surtout après le départ de votre mari il y a 3 ans. Elle avait le sentiment qu'elle devait être parfaite pour compenser tous ces bouleversements. Madame Patterson, la professeure d'anglais, s'agitait mal à l'aise sur son siège. Je ne me rendais pas compte qu'Adrien avait autant de difficultés. Elle semblait toujours si sûre d'elle en classe. Monsieur Chandler a expliqué, les échanges individuels permettent généralement aux étudiants de partager plus facilement leurs préoccupations. Je suis très reconnaissant pour ces séances de tutorat. Mes notes en biologie se sont tellement améliorées, passant de B à A,
dit Marissa en lui touchant brièvement le bras. L'expression de Monsieur Chandler vacilla avant de sourire. En fait, on se voyait les mardis et les jeudis. Je m'en souviens précisément, car c'était mes jours de tutorat habituels. Marissa fronça les sourcils. Non, je suis sûr que c'était les lundis et mercredis. C'était mes gardes de nuit à l'hôpital, je lui laissais son dîner au réfrigérateur ces soirs-là. La mémoire peut être difficile en période de stress, dit Monsieur Chandler d'un ton posé. Mais je suis presque sûr que c'était le mardi et le jeudi. D'ailleurs, Adrien préférait étudier en salle de prépa de sciences plutôt qu'à la bibliothèque, car c'était plus calme, plus intime et propice à la concentration. L'entraîneur Rodriguez a interjeté, n'est-ce pas généralement interdit aux étudiants? J'ai fait une exception pour les élèves motivés comme Adrien, a déclaré Monsieur Chandler. Elle m'a même aidé à ranger les fournitures pendant que nous révisions les matières, un véritable apprentissage kinesthésique, vous savez? Cela l'a aidé à mieux retenir les informations. La voix de Monsieur Chandler prenait une tournure presque nostalgique. Elle a gagné pas mal de points en restant après les cours pour aider à préparer les expériences de laboratoire. Quelle jeune femme dévouée! Marissa sentit un étrange malaise la gagner, la façon dont il parlait de ses séances privées, la connaissance détaillée des pensées intimes de sa fille. Cela semblait au-delà de ce qu'implique une relation enseignant-élève classique. À quelle fréquence ces séances de préparation avaient-elles lieu, demanda-t-elle prudemment. Oh, assez régulièrement, dit-il. Parfois, elles restaient jusqu'à 17 ou 18 heures, surtout quand on préparait des examens importants. Elle était déterminée à conserver sa moyenne. Il sourit, mais quelque chose dans son regard fit frissonner Marissa. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone, posé à l'envers sur la table, vibra, annonçant l'arrivée d'un SMS. Elle aperçut l'aperçu, tenez-vous en haut plan. Il retourna rapidement le téléphone, son mouvement étant un peu trop rapide, trop nerveux. Il s'agit probablement d'autres enseignants qui se renseignent sur la recherche, dit-il, la voix légèrement plus aiguë. Tu ne vas pas répondre, demanda Madame Patterson. Cela pourrait être important pour la coordination des recherches, a insisté Marissa. Non, non, je suis sûr que ce n'est pas urgent. Concentrons-nous sur la tâche à accomplir. Il se retourna vers la carte, mais Marissa remarqua que ses mains n'étaient plus stables tandis qu'il désignait différents secteurs. Le malaise dans son estomac s'intensifiait. Marissa s'éloigna de la foule et monta l'escalier jusqu'à la chambre d'Adrien. Elle l'avait laissé quasiment intact depuis la disparition, un véritable sanctuaire dédié à sa fille disparue. Le lit était encore fait de la couette violette qu'Adrien avait choisie pour ses 16 ans. Son bureau était exactement comme elle l'avait laissé ce matin de juillet, ordinateur portable fermé, pot à crayon rempli, manuel soigneusement empilé sur l'étagère du dessus. Marissa ouvrit le tiroir du bureau où Adrien rangeait son agenda scolaire. Sa fille avait toujours été méticuleuse en matière d'emploi du temps, un trait hérité de son père. L'agenda était un épais cahier à spirale, avec des vues mensuelles et hebdomadaires, dont les pages étaient ornées de l'écriture soignée d'Adrien, écrite au stylo de différentes couleurs. En repensant à l'année scolaire précédente, Marissa trouva septembre et commença à chercher une quelconque mention de cours de soutien scolaire. Là, la deuxième semaine de septembre, écrit à l'encre bleue, aide scientifique MRC 15h30 salle 214. Mais c'était un lundi, pas un mardi ou un jeudi comme Monsieur Chandler l'avait affirmé. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle parcourait les pages. Une autre entrée 2 semaines plus tard, toujours un lundi. Puis une séance le mercredi, début octobre, avec une note, annulée Monsieur C à rendez-vous. Reporté à vendredi. Le schéma qui en résultait ne ressemblait en rien au programme habituel du mardi au jeudi qu'il décrivait. Les séances étaient dispersées, sporadiques et fréquemment reprogrammées à sa demande. Marissa a trouvé les bulletins scolaires d'Adrien glissés dans les poches de l'agenda. En septembre, sa note en biologie était un excellent B. En octobre, lorsque ses séances extrascolaires sont devenues plus fréquentes selon l'agenda où elle était passée à un A. En novembre, elle avait obtenu des notes parfaites sur toute la ligne. Elle retourna aux pages hebdomadaires d'octobre, lisant plus attentivement. Dans les marges,
Adrien avait pris de petites notes au stylo violet, sa couleur préférée pour ses pensées personnelles. 15 octobre, monsieur s'est dit que je suis spécial, différent des autres étudiants. 22 octobre, j'ai eu mon A aujourd'hui. Monsieur C est si fier. Ce mot donnait la nausée à Marissa. Gagner, qu'est-ce que cela voulait dire? En novembre, elle a trouvé des entrées plus inquiétantes. Plusieurs périodes de déjeuner marquées avec salle de préparation scientifique, organisation des fournitures, mais les indications horaires n'avaient pas de sens, 12h à 12h45, alors que la période de déjeuner du lycée de l'Éclande ne durait que 30 minutes. Une autre entrée, de midi à 12h50. J'ai du retard pour le cours d'anglais, mais monsieur C m'a donné un laissez-passer. Ses mains tremblaient alors qu'elle atteignait le 18 novembre. Là, dans le texte soigné d'Adrien, une phrase lui glaça le sang. Monsieur C m'a donné le bracelet rose pour avoir été son meilleur élève aujourd'hui, il était trop beau. Il m'a dit de ne pas le montrer à maman, car les autres enfants seraient jaloux et pourraient dire des méchancetés. Notre secret. Marissa n'avait jamais vu de bracelet rose. Elle feuilleta frénétiquement d'autres pages, trouvant des références éparses à des cadeaux et privilèges qui lui semblaient inappropriés. Lorsqu'elle lut ces dernières notes dans l'agenda d'Adrien, son cœur battait la chamade. L'aide de monsieur Chandler avait dépassé les bornes, et elle en avait maintenant la preuve. Il attrapa son sac et sortit. L'air était froid et immobile. Puis, du coin de l'œil, il aperçut une berline sombre garée 2 places plus loin. Elle n'était pas là quand il était parti plus tôt. Les vitres étaient teintées, le moteur encore en marche. Jonas se figea. Il se retourna, faisant semblant de ne rien remarquer, et se dirigea vers l'entrée du motel. Mais en arrivant à la porte, il aperçut un mouvement, le chauffeur l'observait. Son pouce accéléra. Calmement, il sortit son téléphone et prit une photo rapide de la plaque d'immatriculation. Puis, sans hésiter, il entra dans le motel et se dirigea droit vers sa chambre. Il verrouilla la porte, le cœur battant. Quelqu'un le traquait. 1 minute plus tard, son téléphone vibra avec un nouveau message, sans identification de l'appelant, tu aurais dû arrêter de creuser. Jonas expira brusquement, les poings serrés. Ce n'était plus une simple affaire classée, l'affaire était toujours d'actualité, et celui qui avait commandité la disparition de sa famille était toujours là, à l'affût, à l'affût. Jonas était assis dans le coin faiblement éclairé d'un café, son ordinateur portable ouvert devant lui. Il parcourait de vieux documents d'entreprise, des articles de presse et des documents juridiques liés à l'ancien employeur de son père, Eldridge Financial Group. Mason avait vu juste, l'entreprise était corrompue. Sous des couches de jargon d'entreprise se cachaient des signes de manipulation financière, comptes offshore inexpliqués, virements massifs vers des sociétés écrans et anomalies dans les déclarations fiscales. Jonas n'était pas expert comptable judiciaire, mais il n'avait pas à l'être. Il était clair que de l'argent était blanchi par l'intermédiaire d'Eldridge et son père le savait. Une part de lui-même gardait l'espoir que son père avait été un dommage collatéral, que sa famille s'était simplement trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Mais cette théorie s'effondrait rapidement. Il a retrouvé les emails de son père, enregistrés sur un vieux disque dur que ses grands-parents lui avaient offert des années auparavant. La plupart étaient des messages professionnels classiques, jusqu'à ce qu'il tombe sur un dossier intitulé « Personnel ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de messages, certains anonymes, d'autres de vagues avertissements, d'autres de véritables menaces, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Laisse tomber avant qu'il ne soit trop tard. Ta famille n'est pas en sécurité. Son père avait reçu des menaces depuis des semaines avant le voyage. Il ne partait pas en vacances, il fuyait. Il n'y avait qu'un seul moyen d'obtenir plus de réponses, parler à quelqu'un qui avait travaillé avec son père. Mason avait fait appel à un ancien contact de l'époque où il était détective, Robert Claymore, un ancien associé d'Eldridge qui avait pris sa retraite discrètement des années auparavant. Jonas se rendit en voiture chez Claymore, dans une résidence sécurisée à la sortie de la ville. Il se gara, prit une grande inspiration et frappa. Après un long silence, la porte s'ouvrit sur un homme d'une 60aine d'années, bien coiffé,
aux cheveux grisonnants et au regard perçant qui observait Jonas avec lassitude. « Puis-je vous aider ?» Jonas sortit une photo de son père. « Il faut que je te parle de Samuel Gray. » L'expression de Clémore changea à peine, mais Jonas perçut un léger changement, reconnaissance, malaise. « Je ne sais pas ce que tu crois que je peux te dire, » dit Clémore en s'apprêtant à fermer la porte. Jonas mit le pied dans l'embrasure de la porte. « Tu étais son ami, n'est-ce pas ?» Clémore hésita, puis soupira. « C'était il y a longtemps, » insista Jonas. « Dis-moi la vérité, mon père a découvert quelque chose à Eldridge. Il allait les dénoncer, n'est-ce pas ?» Clémore ne répondit pas tout de suite. Il se frotta le visage, jeta un coup d'œil à la rue déserte derrière Jonas, puis recula enfin. Entrez. Dans le salon minimaliste de Clémore sobrement décoré, à l'exception d'un meuble à whisky et d'une photo encadrée de Clémore avec le père de Jonas lors d'un événement d'entreprise, Clémore se servit un verre, mais n'en offrit pas à Jonas. Il but une gorgée, puis parla doucement. « Ton père était malin, trop malin. Il fouillait dans des choses qu'il n'était pas censé voir. Il a trouvé des preuves que de l'argent était détourné vers des organisations criminelles, trafic de drogue, d'armes. Il allait tout faire exploser. » La poitrine de Jonas se serra. « Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait ?» Clémore soutint son regard. « Parce qu'il commençait à recevoir de vraies menaces. Le genre de menaces qui vous font repenser à votre prochain coup. Samuel ne se contentait pas d'enquêter sur des fraudes, il dénonçait des gens qui ne lâchent rien. » Jonas déglutit difficilement. « Alors il s'est enfui ?» Clémore hocha la tête. « Il m'a dit qu'il quittait la ville pour un moment, que c'était juste une précaution. Mais je savais qu'il n'y avait rien de tel. Il essayait de disparaître. » Jonas ressentit le poids de ces mots. Son père savait que leur vie était en danger, et quelqu'un avait veillé à ce qu'ils ne s'en sortent jamais. Avant que Jonas puisse répondre, Mason l'appela. « J'ai quelque chose, » insista-t-il. « Retrouve-moi à la vieille jetée dans 20 minutes. » Jonas n'hésita pas. Il se rendit directement à destination. Mason se tenait près de l'eau et parlait à un homme qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Jonas l'a immédiatement reconnu, Victor Navarro, un ancien tueur à gages et ancien homme de main d'un syndicat du crime avant qu'il ne disparaisse de la scène. Jonas s'approcha prudemment. « Tu sais quelque chose sur ma famille ?» Navarro tira une bouffée de sa cigarette et expira lentement. « Tu es le fils de Samuel ?» Jonas hocha la tête. « Ouais. » Navarro l'observa. « Ton père a énervé les mauvaises personnes. » Jonas ne sourcilla pas, je m'en doutais. « Mais pourquoi emmener toute ma famille ?» Navarro ricana. « Parce que ton père avait de l'influence, des preuves qui pouvaient faire tomber ceux qui n'aiment pas être démasqués. Ce n'était pas juste un individu sans défense. C'était une bombe à retardement. » L'estomac de Jonas se retourna. « Alors ils l'ont tué ?» Navarro hésita, puis dit quelque chose qui figea Jonas sur place, ils étaient censés le faire. Jonas retint son souffle. « Que veux-tu dire ?» Navarro baissa la voix. Il s'agissait d'éliminer toute la famille. Pas de témoins, pas de détails. La gorge de Jonas se serra. « Mais il s'est passé quelque chose ?» Navarro jeta sa cigarette dans l'eau, puis croisa le regard de Jonas. « Ta mère et tes sœurs sont peut-être encore en vie. » Jonas fut sous le choc. Vivant pendant 20 ans, il les avait crus morts, assassinés et enterrés dans une tombe anonyme. Mais tout avait changé. Les poings de Jonas se serrèrent. Où les ont-ils emmenés? Navarro expira. Aux dernières nouvelles, ils étaient détenus dans un complexe du Montana, l'un des refuges du syndicat. Le groupe s'est dissous il y a des années. Mason, les bras croisés, était resté silencieux jusqu'à présent. Si cet endroit est vide, cela signifie deux choses, soit ils sont partis, soit quelqu'un les cache encore. J'ai trouvé notre lieu d'étude secret aujourd'hui. Monsieur s'est dit que c'est juste pour ses élèves spéciaux. J'ai dû promettre de ne le dire à personne,
pas même à Jess. Jess était la meilleure amie d'Adrienne. Elle se disait tout. Ou du moins, je le pensais. Monsieur C a expliqué pourquoi notre tutorat est différent de ce que reçoivent les autres enfants. Il dit, j'ai un potentiel qui a besoin d'un accompagnement particulier, loin des masses médiocres. Ces mots ont brossé un tableau d'importance. Le coin d'études secret est parfait, pas d'interruption, pas d'enfant jaloux qui regarde. Il dit, en terminale, j'aurai tellement d'avance sur tout le monde que l'entrée à l'UW sera facile. Maman sera si fière. Il faudra juste garder nos méthodes privées. Monsieur s'est dit que les gens ne comprendraient pas à quel point notre lien est spécial. Mes jambes ont lâché et je me suis effondré sur le lit d'Adrienne, l'agenda serré dans mes mains tremblantes. Le langage, le secret, les cadeaux, les réunions isolées où tout cela peignait une image de toilettage qui me rendait physiquement malade. Comment ai-je pu rater ça? Comment l'école a-t-elle pu rater ça? À travers la fenêtre, j'entendais les portières des voitures claquer tandis que les équipes de recherche se préparaient à partir. La voix de Monsieur Chandler résonnait depuis l'allée, autoritaire et confiante, tandis qu'il donnait des instructions de dernière minute à son équipe. La même voix qui avait murmuré à ma fille qu'elle était spéciale, qui l'avait attirée dans des réunions secrètes avec des cadeaux et des promesses. Mon esprit s'emballa. Devrais-je appeler l'inspecteur Ulbrook? Et si je me trompais, si j'étais juste une mère paranoïaque, prêtant trop d'importance aux interactions innocentes entre professeurs et élèves? Les entrées étaient inquiétantes, mais pas explicitement criminelles. Et si j'avais raison, si Monsieur Chandler avait entraîné Adrienne, qu'est-ce que cela signifiait pour sa disparition? Le bruit des moteurs qui démarraient en contrebas rendait ma décision urgente. Les équipes de recherche étaient sur le point de partir, y compris l'équipe de Monsieur Chandler, en direction du cadran A, la zone dont il l'avait spécifiquement éloignée. J'ai glissé l'agenda dans ma veste et me suis précipité en bas, la décision prise. Les bénévoles ont vérifié l'équipement et confirmé les fréquences radio. J'ai repéré mon équipe assigner un rassemblement près du SUV de l'entraîneur Rodriguez, mais mes yeux étaient fixés sur Monsieur Chandler alors qu'il marchait vers sa Honda Accord argentée. Madame Ewing, nous sommes presque prêts à partir, a appelé Madame Patterson de l'équipe A. J'arrive tout de suite, répondis-je en me dirigeant vers ma voiture. J'ai juste besoin de prendre quelque chose dans mon véhicule. Je me suis glissé dans ma Toyota Camry et j'ai démarré le moteur, regardant dans mon rétroviseur la Honda de Monsieur Chandler sortir de mon allée. L'équipe C était censée se diriger vers le nord-est en direction de Bunko Road où Buddy avait été retrouvé, mais alors que je m'engageais dans la rue, en gardant une distance prudente, j'ai vu Monsieur Chandler tourner vers le sud sur l'autoroute 95, dans la direction complètement opposée. Où allait-il? Je l'ai suivi à distance, en gardant au moins 2 voitures entre nous lorsque c'était possible. Dimanche après-midi, la circulation était suffisamment faible pour que je puisse suivre sa Honda argentée sans m'approcher trop près. À environ 3 miles sur l'autoroute 95, Monsieur Chandler s'est soudainement arrêté dans une station-service. Mon cœur battait fort lorsque je suis passé devant, n'osant pas m'arrêter. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu sortir de sa voiture et regarder autour du parking, la posture tendue et vigilante. Je me suis garé sur le parking d'un McDonald's à un quart de mile et j'ai attendu, en regardant la route. 5 minutes plus tard, sa Honda est réapparue, continuant vers le sud. Cette fois, j'ai laissé 3 voitures s'interposer entre nous avant de revenir sur l'autoroute. Nous avons roulé encore 2 miles avant que Monsieur Chandler ne fasse un autre arrêt inattendu, cette fois à un stand de fruits apparemment abandonné sur le bord de la route. Il n'est pas sorti, il est juste resté assis là pendant 1 minute entière. Je me suis arrêté sur une route secondaire, partiellement cachée derrière un groupe de pins, et je l'ai observé à travers mes jumelles. Il a vérifié ses rétroviseurs à plusieurs reprises, la tête pivotant à gauche et à droite, cherchant quelqu'un, me cherchant. Après une autre minute, il est revenu sur l'autoroute. J'avais la bouche sèche alors que je continuais à le suivre. Il a tourné vers l'ouest sur Rimrock Road, une route sinueuse à 2 voies qui menait vers les anciens quartiers résidentiels à la périphérie de la ville.
Je connaissais ce quartier, c'était là que se trouvaient encore de nombreuses maisons des premiers colons, des maisons de style artisanal du début des années 1900, dispersées parmi des développements plus récents. J'ai dû reculer davantage maintenant, la circulation plus légère rendait ma voiture plus visible. La Honda a disparu dans les virages et est réapparue dans les lignes droites, m'entraînant plus profondément dans le paysage rural. Après environ 4 miles, j'ai vu son clignotant clignoter alors qu'il s'engageait dans une allée de gravier. Je suis passé devant sans ralentir et j'ai aperçu une vieille maison d'artisan en retrait de la route, partiellement cachée par des rhododendrons envahis par la végétation. J'ai continué pendant encore un quart de mile avant de trouver un endroit pour faire demi-tour, puis je me suis garé sur l'accotement derrière un groupe de sapins de Douglas. Mon téléphone avait toujours un signal décent ici. Avec des doigts tremblants, j'ai cherché l'adresse que j'avais entrevue sur la boîte aux lettres, 4847 Rimrock Road. Le site web de l'évaluateur du comté s'est chargé lentement mais est finalement apparu. Propriétaire, succession d'Eleanor Chandler. Date du décès, novembre 2019. Bénéficiaire, Tobias Chandler. Mon cœur battait fort maintenant. J'ai affiné ma recherche et trouvé la nécrologie d'Eleanor Chandler, une institutrice à la retraite, précédée dans la mort par son mari, laissant dans le deuil son petit-fils Tobias. La propriété appartenait à la famille Chandler depuis 1947. Une recherche rapide sur Zillow a révélé des informations plus inquiétantes, la maison avait été mise en location en mars 2020, quelques mois seulement après la mort d'Eleanor. Charmante maison artisanale de 3 chambres sur 2 acres, parfaite pour quelqu'un en quête de tranquillité rurale. Mais le statut de l'annonce était passé à « temporairement hors marché » le 15 juin 2023. J'ai fait le calcul rapidement, Adrienne avait disparu le 8 juillet 2023, moins d'un mois après que M. Chandler ait retiré la maison de sa grand-mère du marché locatif. Je suis retourné à pied vers la propriété, en restant à la limite des arbres. De mon point de vue caché, je pouvais voir la maison plus clairement, bien entretenue, la cour tondue, la peinture fraîche. Mais des journaux s'étaient accumulés sur le porche d'entrée, une petite pile suggérant environ une semaine de journaux, comme si quelqu'un entretenait la propriété mais n'y vivait pas réellement à plein temps. Des traces de pneus fraîches dans l'allée de gravier ont attiré mon attention, non seulement celle de la Honda de M. Chandler, qui était maintenant garée près du garage indépendant, mais aussi celle d'un autre ensemble, légèrement plus ancien mais toujours récent, menant à l'arrière de la propriété. La maison semblait vide malgré la présence de M. Chandler, pas de lumière allumée malgré l'après-midi nuageux, aucun mouvement aux fenêtres. Mais il était entré avec une clé, avec assurance, comme quelqu'un qui venait ici régulièrement. Où était-il censé être en ce moment? À la tête d'une équipe de recherche dans le cadran et de la forêt, à la recherche de traces de ma fille. Au lieu de cela, il était ici, dans une maison qu'il avait retirée du marché locatif 3 semaines avant la disparition d'Adrienne. Je me suis éloigné de ma cachette et je me suis dirigé vers ma voiture. J'ai redescendu Rimrock Road à la recherche d'un meilleur point de vue. À environ un quart de mile de la propriété de Chandler, j'ai repéré une grange abandonnée, sa peinture rouge s'écaillait, son toit partiellement effondré. Un chemin de terre creusée d'ornières menait derrière elle. Parfait. J'ai garé ma Camry derrière la grange, cachée de la route, et j'ai commencé à retourner à pied vers la maison. La forêt était épaisse ici, des sapins de Douglas et des cèdres créant un écran naturel. Je me déplaçais prudemment, évitant les branches sèches, reconnaissant pour le sol de la forêt humide à cause des pluies récentes. L'arrière de la propriété Chandler est apparu à travers les arbres. Sous cet angle, j'ai pu distinguer des détails que j'avais manqués de l'avant, le sous-sol de la maison était plus visible là où le terrain s'inclinait. La plupart des fenêtres du sous-sol avaient été remplacées par des blocs de verre, épais et opaques, qui laissaient entrer la lumière mais empêchaient quiconque de voir à l'intérieur ou à l'extérieur. C'était une modification inhabituelle pour une propriété locative. Mais il y avait une petite fenêtre qui n'avait pas été complètement bloquée, une fenêtre de ventilation, peut-être 8 pouces de haut et 2 pieds de large, toujours vitrée mais avec des rideaux suspendus à l'intérieur. Des plaques de béton fraîches autour des fondations ont attiré mon attention, quelqu'un avait fait des travaux récents ici, scellant des trous ou peut-être renforçant les fondations.
Le béton ne semblait avoir que quelques mois, sa couleur étant encore plus claire que la fondation d'origine. Je me suis approché en rampant, en utilisant des rhododendrons envahissants comme couverture. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'on pouvait l'entendre depuis la maison. Lorsque j'ai atteint la fenêtre de ventilation, j'ai dû m'accroupir bas, à seulement environ 30 cm au-dessus du niveau du sol. J'ai pressé mon visage contre la vitre, mettant mes mains en coupe autour de mes yeux pour bloquer la lumière. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. C'était sans aucun doute une salle de classe, un tableau blanc sur le mur du fond couvert d'écriture, un bureau avec des manuels soigneusement empilés sur sa surface, accroché au dossier de la chaise de bureau, le sac à dos violet d'Adrienne, celui avec la petite déchirure sur la poche avant qu'elle avait rapiécé avec un smiley thermocollant, celui qu'elle avait pris avec elle le matin précédent, parce qu'elle avait prévu de s'arrêter à la bibliothèque. Ma vision s'est brouillée à cause des larmes, mais je me suis forcé à me concentrer. Cataloguant tout, les manuels étaient définitivement de l'éclat d'ail, j'ai reconnu le manuel de biologie AP, la même édition qu'utilisait Adrienne. Le tableau blanc était couvert de notes sur la respiration cellulaire, une écriture indubitablement celle de Monsieur Chandler, la même écriture précise que j'avais vue sur les devoirs rendus par Adrienne. La pièce semblait habitée, un petit réfrigérateur dans un coin, un micro-ondes dessus, un lit étroit contre le mur de pierre. C'étaient certainement de vieux murs de pierre, ce qui suggère que cela avait été une cave à racines. Une porte qui devait mener à une salle de bain, d'après le tuyau en PVC que je pouvais voir courir le long du plafond. Un mouvement dans ma vision périphérique m'a figé. Monsieur Chandler descendait ce qui devait être un escalier hors de mon champ de vision, portant un plateau. Je pouvais voir des sandwichs, un verre de lait, une pomme coupée en tranches comme Adrienne les aimait toujours. Il s'est déplacé hors de vue vers la zone sous l'escalier, où je ne pouvais pas voir, mais j'entendais sa voix, étouffée à travers la vitre mais toujours audible. J'ai apporté le déjeuner, de la dinde et du suisse, ton plat préféré. Il y eut une réponse ou une jeune voix féminine, trop faible pour distinguer les mots. Ta mère n'a toujours pas compris, continua Monsieur Chandler, sa voix prenant le même ton confidentiel que j'avais entendu à ma table de cuisine, mais nous devons être plus prudents maintenant qu'ils ont trouvé le chien. Une autre réponse, plus longue cette fois. Le ton n'était ni paniqué ni suppliant, il semblait résigné, las, comme quelqu'un ayant une conversation qu'il avait déjà eue plusieurs fois auparavant. Je sais qu'il te manque, dit Monsieur Chandler, mais c'était nécessaire. On ne pouvait pas le laisser les conduire ici trop tôt, tu comprends ça, n'est-ce pas? Tout ce que je fais, c'est pour te protéger, pour protéger ce que nous construisons ensemble. La voix féminine à nouveau, et cette fois j'ai entendu quelques mots, portés par le courant d'air de la fenêtre d'aération, maman ne veut pas. Les devoirs, répondit Monsieur Chandler. Ta mère finira par comprendre. Quand tu auras obtenu ton diplôme avec des notes parfaites, quand tu entreras en faculté de médecine, quand tu auras atteint tout ce que tu es capable de devenir, elle verra que j'avais raison, que l'école traditionnelle te retenait. Notre méthode est meilleure. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour étouffer un sanglot. Adrienne, ma petite fille, était là-bas, vivante mais emprisonnée dans le délire de cet homme. D'après les murs de pierre et la fenêtre étroite, il devait s'agir d'une cave à légumes reconvertie, datant probablement de la construction originale de la maison. Une prison parfaite, insonorisée et sans fenêtre, à l'exception de ce petit trou de ventilation invisible depuis la route. J'ai dû appeler à l'aide maintenant. C'était la preuve, une vraie preuve, que ma fille était en vie. Ma main tremblait violemment alors que je sortais mon téléphone, toujours accroupi sous la fenêtre du sous-sol. Je reculais lentement, essayant de mettre de la distance entre moi et la maison tout en gardant la porte arrière en vue. Le bourdonnement doux de l'unité de chauffage, de ventilation et de climatisation près du coin de la maison offrait une certaine couverture. J'ai appuyé contre sa surface métallique et j'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? La voix calme du répartiteur semblait surréaliste face au battement de mon cœur. Voici Marissa Ewing, murmurai-je avec urgence. Ma fille Adrienne a disparu depuis 1 an. Je suis au 4847 Rimrock Road et je la vois, elle est retenue au sous-sol par son professeur, Tobias Chandler.
Madame, j'aimerais que vous parliez. Avez-vous dit que vous pouviez voir votre fille disparue? La répartitrice son badge porterait plus tard le nom de Bethany Cole était déjà en train d'écrire, alertant les unités. Oui. Elle est au sous-sol. J'ai vu son sac à dos, je l'ai entendu lui parler. C'est au 4847 Rimrock. Marissa déplaça son poids pour épeler le nom de la rue plus clairement, et son pied atterrit sur quelque chose qui craqua comme un coup de feu dans le calme de l'après-midi. Elle baissa les yeux, horrifiée, sur la lampe solaire décorative brisée, son boîtier en plastique fendu et les morceaux de verre éparpillés au sol. La porte de derrière s'ouvrit violemment avec une telle violence qu'elle rebondit contre le mur. Monsieur Chandler resta planté là, le visage déformé par la rage, ses traits habituellement posés déformés. « Je sais que tu es là », cria-t-il en scrutant la cour du regard. « Marissa, tu m'as suivi. Tu ne pouvais pas me faire confiance pour la retrouver, n'est-ce pas ?» Marissa courut, son téléphone toujours collé à l'oreille. Elle courut vers la lisière des arbres, entendant la voix pressante du répartiteur lui demandant où elle se trouvait. Rimrock Road 4847. Envoyez de l'aide immédiatement. Il la poursuit. Son pied s'est accroché à une racine et elle s'est écroulée, le téléphone lui échappant des mains. Elle s'est précipitée pour l'attraper, mais Monsieur Chandler était déjà là, le saisissant. Avec un bruit de fureur inexprimable, il l'a lancé contre le bardage en briques de la maison. Le téléphone a explosé en morceaux. « Tu ne comprends pas », cria-t-il tandis que Marissa se relevait et courait. « Tu n'as jamais compris ce dont Adrienne avait vraiment besoin. La pression que tu lui fais subir, l'éducation médiocre de cette école. Je la protège d'un monde qui n'apprécie pas les élèves doués comme elle. » Marissa fonçait à travers les broussailles, les branches déchirant ses vêtements et sa peau. Elle l'entendait derrière elle, ses nouvelles chaussures de randonnée fracassant les débris de la forêt. Quand elle pouvait vraiment apprendre, hurla-t-il. Je lui ai donné ce que vous ne pouviez pas lui donner, une attention personnalisée, une véritable éducation, la chance d'atteindre son plein potentiel. La grange abandonnée apparut et Marissa accéléra, les jambes en feu. Elle apercevait sa Camry à seulement 15 mètres, 40, 30. Elle ouvrit brusquement la portière et se jeta à l'intérieur, claquant les serrures juste au moment où Monsieur Chandler atteignait le véhicule. Ses poings frappèrent la vitre. Elle veut être là. Elle s'épanouit. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Marissa démarra le moteur et passa la marche arrière, projetant des gravillons tandis qu'elle reculait. Dans son rétroviseur, elle le vit courir vers sa Honda. Elle fit tourner le volant, les pneus crissant, et elle se dirigea vers la route principale. Son esprit s'emballait aussi vite que sa voiture. Le répartiteur avait obtenu l'adresse où elle l'avait dit 2 fois, éplé Rimrock. Ça devait suffire. Ils enverraient des unités. Il le fallait. Elle fonça sur Rimrock Road, prenant les virages trop vite. Dans ses rétroviseurs, elle vit la Honda argentée la poursuivre Monsieur Chandler conduisant avec la même intensité terrifiante qu'il avait montrée dans la cour. Au croisement avec Cedar Lane, elle tourna brusquement à droite, les pneus crissant. Il la suivit de plus près. Un quartier résidentiel s'ouvrait alors devant elle, et elle le traversa en zigzagant, brûlant les stops, priant pour qu'aucun enfant ne joue dans les rues. À gauche sur Maple, à droite sur Third, encore à gauche sur Pine, mais il savait que ces routes aussi la suivaient à chaque virage. L'autoroute 95 apparut devant elle et elle s'engagea dans la circulation sans regarder. Les klaxons retentirent autour d'elle. La Honda la suivit, coupant la route à un pick-up pour rester sur ses talons. Mais la circulation plus dense joua en sa faveur, elle put se faufiler entre les voitures tandis que lui restait coincé derrière un camping-car lent. Lorsqu'elle atteignit l'intersection avec Walmart, elle l'avait perdu de vue. Elle se gara sur le parking et roula jusqu'au coin le plus éloigné, se garant entre 2 gros camions, là où sa voiture ne serait pas facilement visible depuis la route. Tout son corps tremblait, l'adrénaline la rendait malade. Elle n'avait pas de téléphone, aucun moyen de savoir si les secours arrivaient. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre et prier pour que Bethany Cole ait compris et envoyé de l'aide.
20 minutes plus tard, l'agent James Wright, du bureau du shérif du comté de Koutini, fut le premier à repérer la Honda Accord argentée qui retournait au 4847 Rimrock Road. 2 autres unités étaient déjà en position, arrivées quelques minutes plus tôt et ayant trouvé la propriété apparemment vide. Elles s'apprêtaient à forcer l'entrée lorsque la Honda apparut. Monsieur Chandler a aperçu les voitures de police trop tard. Il a tenté de faire marche arrière, mais l'unité de l'agent Wright l'a bloqué. En quelques secondes, les agents l'ont sorti de la voiture et l'ont menotté, son attitude d'enseignant serein ayant finalement été complètement anéantie. « Vous ne comprenez pas » hurla-t-il tandis qu'on lui lisait ses droits. « Elle a besoin de moi. Son éducation, son avenir. Je suis le seul à vraiment comprendre son potentiel. » Les policiers ont ignoré ses divagations et fouillé la propriété. Le rez-de-chaussée n'a rien révélé d'inhabituel, mais au sous-sol, l'adjointe Sarah Martinez a remarqué quelque chose d'étrange dans le local à chauffe-eau. Le chauffe-eau lui-même était étrangement poussé vers l'avant, et derrière lui. « J'ai une porte ici », cria-t-elle. Elle était astucieusement dissimulée, peinte de la même couleur que le mur, et dotée d'un mécanisme de verrouillage sophistiqué. Les clés de Monsieur Chandler l'ouvrirent, révélant un étroit couloir menant à une autre porte, en acier celle-ci, avec un pêne dormant verrouillable de l'extérieur. L'agent Wright l'ouvrit avec précaution et se présenta. « Adrienne, ici la police. Nous sommes là pour vous aider. » La pièce qui se trouvait au-delà était exactement telle que Marissa l'avait décrite, une cave à légumes transformée en étrange prison-salle de classe. Là, assise à son bureau, un crayon à la main, se trouvait Adrienne Ewing. Elle leva vers les agents ses yeux creux, le visage pâle après une année sans soleil. Elle était mince mais pas émaciée, vêtue de vêtements propres qui semblaient trop grands pour sa silhouette. Elle serrait dans ses mains un carnet rempli d'une écriture soignée, ligne après ligne. « Je dois finir ce devoir, » dit-elle, la voix rouillée par le manque d'effort. « Monsieur s'est dit que je ne peux pas entrer à l'université si je ne maintiens pas une moyenne parfaite. J'ai un contrôle demain sur la mitose cellulaire. »« Adrienne, ma chérie, tu es en sécurité maintenant, » dit doucement l'agent Wright en entrant lentement dans la pièce. « Ta mère nous envoie. Tu rentres chez toi. » Elle semblait confuse, presque effrayée. « Mais j'ai des devoirs, 3 chapitres à lire, 2 rapports de laboratoire à rédiger. » Monsieur s'est dit. L'adjointe Martinez a dû retenir ses larmes en regardant la jeune fille de 17 ans serrer son cahier comme une bouée de sauvetage, des mois de devoirs terminés, le travail désespéré d'une enfant essayant de gagner sa liberté grâce à des notes parfaites, sans comprendre qu'aucune quantité de A ne serait jamais suffisante pour l'homme qui lui avait volé sa vie. « Nous veillerons à ce que votre travail soit en sécurité », promit l'agent Wright en lui arrachant doucement le carnet des mains. « Mais pour l'instant, nous devons vous ramener à votre mère. Elle vous cherche depuis si longtemps. » Les néons de l'hôpital sonnaient semblaient trop forts après la pénombre de la cave. Adrienne était assise sur la table d'examen, sa silhouette frêle noyée dans une blouse d'hôpital, tandis que les infirmières lui faisaient des prises de sang et vérifiaient ses constantes. Elle n'arrêtait pas de demander où étaient ses devoirs, si quelqu'un lui avait apporté ses manuels, si elle pouvait avoir un crayon et du papier pour travailler sur ses calculs. Dans une salle de conférence, 3 étages plus bas, l'inspecteur Marcus Ulbrook était assis en face de Tobias Chandler. Le masque posé du professeur de sciences s'était enfin complètement effondré, ses mains étaient menottées à la table, sa chemise en désordre, ses cheveux soigneusement coiffés pendaient maintenant sur son front. « Je veux m'expliquer » supplia Chandler, sa voix prenant un ton presque suppliant. « Les gens ne comprendront pas, mais j'ai besoin que quelqu'un sache la vérité. » L'inspecteur Ulbrook activa son enregistreur. « Allez-y, monsieur Chandler. Dites-moi tout. J'ai remarqué Adrienne le jour où elle est entrée dans mon cours de biologie de première année, il y a 3 ans, » commença Chandler, le regard perdu dans le souvenir. Elle n'était pas comme les autres élèves. Elle avait cette soif d'approbation, de perfection. La plupart des élèves de son âge sont paresseux, distraits, mais Adrienne, elle était penchée sur chaque mot, prenait des notes méticuleuses, restait toujours après le cours pour poser des questions. « Quand votre relation est-elle devenue inappropriée » demanda Ulbrook,
gardant une voix neutre malgré son dégoût. Je préfère penser que c'est à ce moment-là que j'ai découvert son véritable potentiel, corrigea Chandler. Ses parents venaient de divorcer. Elle luttait contre un sentiment d'abandon, de ne pas être à la hauteur. Ses notes baissaient au début dans la plupart des matières. Un jour, elle est venue me voir, presque en larmes, inquiète pour sa moyenne. Je lui ai parlé des notes pondérées, de la façon dont, avec une attention particulière et des devoirs supplémentaires, je pouvais lui assurer d'avoir le A dont elle avait besoin. Elle était si reconnaissante, si désireuse de prouver qu'elle méritait cette aide supplémentaire. Vous avez utilisé ces notes comme moyen de pression, a déclaré Ulbrook sans embâche. Je l'ai encouragée, a insisté Chandler. Les séances de la pause déjeuner ont commencé de manière assez innocente, elle venait en salle de préparation scientifique et nous révisions les cours. Mais elle était si réceptive aux compliments, si avide de validation. Quand je lui ai dit qu'elle était spéciale, différente des autres, elle s'est épanouie comme une fleur au soleil. La mâchoire de l'inspecteur se serra. Quand l'avez-vous agressée pour la première fois? Le visage de Chandler s'assombrit. Ce n'était pas une agression, c'était une connexion. Pendant notre cours d'anatomie, j'expliquais les groupes musculaires et j'ai posé ma main sur son épaule pour lui faire une démonstration. Elle ne s'est pas écartée. Au contraire, elle s'est penchée vers le contact. Après cela, les limites sont devenues plus floues, une main sur son dos pendant qu'elle examinait son travail, m'asseoir plus près que nécessaire, l'enlacer lorsqu'elle obtenait des notes parfaites. Et l'enlèvement? Ça n'a jamais été prévu, dit Chandler, la voix agitée. Mais fin juin, lors d'une de nos séances, Adrienne a mentionné que sa mère envisageait un emploi à Spokane. Elle déménagerait avant sa terminale. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, elle était si proche de la perfection, de la réussite de tous nos efforts. Un déménagement anéantirait ses progrès, l'exposerait à des professeurs inférieurs qui ne comprendraient pas ses besoins. Il a décrit ses préparatifs avec une fierté troublante, 3 mois de travaux dans la cave à légumes de sa grand-mère, insonorisation des murs, installation d'un système de ventilation qui permettrait à l'air de circuler sans laisser échapper le son, des toilettes chimiques suffisamment discrètes pour éviter tout soupçon à l'achat, un mini-réfrigérateur et un micro-ondes pour les besoins de base, du matériel pédagogique pour poursuivre ses études. J'ai dit aux voisins que je rénovais pour louer le sous-sol comme studio, a-t-il poursuivi. Ils n'ont jamais remis en question ma décision, pourquoi le ferait-il? J'étais un professeur respecté qui rénovait une propriété familiale. Le jour de sa disparition, demanda Ulbrook. Je connaissais sa routine, les promenades du samedi matin avec le chien sur le sentier du centenaire, toujours le même itinéraire, à la même heure. Je l'ai intercepté près du pont, là où le sentier est isolé. Le chloroforme provenait de vieux matériels de chimie que l'école était censée avoir détruit il y a des années. Elle n'a pas souffert. À son réveil, elle était en sécurité dans sa nouvelle salle de classe. Et le chien? Une diversion nécessaire, admit Chandler d'une voix glaciale. J'avais repéré cet endroit dans la forêt des semaines auparavant, suffisamment isolé pour qu'on ne le retrouve pas immédiatement. Mais quelqu'un finirait par le découvrir. Un chien mort mettrait fin aux recherches, un chien vivant les prolongerait, entretiendrait l'espoir tout en détournant les ressources de la vérité. 2 étages plus haut, le docteur Patricia Vance, médecin légiste, était assise avec Adrienne dans une pièce calme, conçue pour être moins clinique que le reste de l'hôpital. Marissa observait à travers une vitre sans teint, les larmes aux yeux, tandis qu'elle écoutait le récit monotone et dénué d'émotion de sa fille. Monsieur C. m'a tout expliqué le premier jour, dit Adrienne, les yeux rivés sur ses mains. Il a dit que maman était soulagée que je sois partie, qu'elle pouvait désormais sortir avec des garçons sans craindre de donner le mauvais exemple, et économiser au lieu de payer ses études. Il m'a montré un article sur son téléphone concernant les fugues, et m'a expliqué que c'était comme ça que j'avais été classée, pas disparue, juste une autre adolescente fugueuse. Qu'avez-vous ressenti? Demanda doucement le docteur Vance. Blessée au début, répondit Adrienne, mais ensuite reconnaissante. Monsieur C. a dit qu'il était le seul à se soucier véritablement de mon éducation, de mon avenir.
Il a tout risqué pour m'accorder une attention personnalisée, pour me préparer à l'université sans les distractions et l'enseignement médiocre des écoles classiques. Elle décrivait sa routine quotidienne avec une normalité troublante, réveil à 6 heures, petit déjeuner généralement des céréales ou du pain grillé qu'il apportait, mathématiques de 7 heures à 9 heures, sciences jusqu'au déjeuner, histoire et anglais l'après-midi, préparation aux examens et rédactions universitaires le soir. Il notait tout, me donnant des commentaires détaillés, des félicitations pour la perfection, une déception pour tout ce qui n'allait pas. Il me récompensait, un bracelet rose pour avoir eu d'excellentes notes pendant un mois, de nouveaux livres pour avoir dépassé les attentes, une alimentation plus variée pour les notes parfaites aux examens, du temps d'écran sur son ordinateur portable pour les rédactions exceptionnelles toujours supervisées, bien sûr. « Avez-vous déjà essayé de partir ?» demanda le docteur Vance. Adrienne parut perplexe face à la question. « Où irais-je » J'étais une fugueuse. Maman ne voulait pas que je revienne. J'avais tellement manqué l'école que je ne rattraperais jamais mon retard. Monsieur sait me préparer à réussir. Elle fit un geste vague. Je ne serai qu'un échec de plus. Le docteur Elena Morrison, spécialiste des traumatismes, expliqua à Marissa qu'Adrienne souffrait d'un syndrome de Stockholm sévère. Une année d'isolement complet, avec pour seul contact son ravisseur, combiné à sa manipulation psychologique, avait fondamentalement altéré sa perception de la réalité. Elle croyait sincèrement qu'il la protégeait, que le monde extérieur la rejetterait. Quand ils ont finalement permis à Marissa d'entrer dans la pièce, Adrienne la regarda avec des yeux qui semblaient à la fois jeunes et incroyablement vieux. « Maman ?» Sa voix était hésitante, comme si elle doutait que ce soit réel. « Oh, ma belle !» sanglota Marissa en serrant sa fille dans ses bras. « Je n'ai jamais cessé de te regarder, pas un seul jour. Je t'aime tellement. » Au début, Adrienne était raide dans son étreinte. Puis, lentement, comme la glace fondante, elle commença à s'adoucir. « Il a dit que tu étais contente, » murmura-t-elle. « Que j'étais trop pénible, trop chère, jamais. » Marissa dit avec férocité, « Jamais. Tu es tout pour moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te retrouver, pour te ramener à la maison. » L'inspecteur Ulbrook entra discrètement, saluant le docteur Vance d'un signe de tête. « Nous avons tout trouvé, » dit-il doucement, le bracelet rose, les devoirs terminés, les dissertations qu'elle avait rédigées pour justifier sa décision de prendre une année sabbatique pour étudier en autonomie. La manipulation était totale. Adrienne s'écarta légèrement de sa mère, l'anxiété se lisant sur son visage. « Mes devoirs, tu les as tous gardés ? Ce travail ? J'en ai besoin pour mes relevés de notes. » Sa voix se fit plus faible, plus effrayée. « Est-ce que je vais quand même entrer à l'université, même si j'ai raté une année d'école normale ? Monsieur C. a dit que le programme d'enseignement à domicile était meilleur, mais et si les universités ne l'acceptaient pas ? Et si je gâchais tout ? » Marissa serra sa fille plus fort, sentant ses os fragiles sous ses mains. Elle comprenait que le sauvetage physique n'était qu'un début. La fille dans ses bras croyait que sa valeur se mesurait à ses notes parfaites, que l'amour dépendait de ses résultats scolaires, qu'une année de captivité était préférable au risque d'une éducation médiocre. « On trouvera une solution ensemble, » murmura Marissa en caressant les cheveux raides d'Adrienne. « Tout ce dont tu as besoin, peu importe le temps que ça prendra. Tu es en sécurité maintenant, c'est tout ce qui compte. » Mais même en le disant, elle pouvait sentir la tension de sa fille, la peur que la sécurité ne soit pas suffisante si elle n'obtenait pas la moyenne parfaite qui était devenue toute son identité dans cette prison en sous-sol.